Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, en partenariat avec le quotidien La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Notre invité aujourd'hui est Pascal Durand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Vous êtes très proche de Nicolas Hulot. Vous avez succédé à la tête de votre parti en juin 2012. Vous avez succédé à Cécile Duflot, aujourd'hui ministre. Le congrès d'Europe Écologie Les Verts se tient le week-end du 30 novembre à Caen. Ça sera un week-end compliqué, comme souvent, avec les écolos. Et naturellement, évidemment, au cœur de votre actualité, c'est la relation entre les écolos et la majorité présidentielle. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Et c'est Mathieu Castagnier qui va vous poser une première question que j'imagine politique, Mathieu. Oui, Frédéric le disait, votre congrès se tient ce week-end. Tout l'enjeu est de trouver une nouvelle majorité pour trouver une nouvelle direction. Comment vous expliquez que la motion qui réunissait tous les cadres du parti, vous, Cécile Duflot, Pascal Canfin, les présidents de groupe, n'ait finalement réuni que 38% des voix? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un désaveu de la base par rapport au sommet du parti et par rapport à la stratégie éventuellement poussée par ce sommet du parti qui est celle de la participation au gouvernement? Pascal Durand. Non, je crois que c'est malheureusement un peu plus, comment dire, j'allais dire peut-être plus complexe, mais c'est surtout plus lié au contexte de ce congrès. C'est-à-dire qu'on a voulu, par exemple, faire en sorte que les européennes la désignation aux européennes soit en même temps que le congrès. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit des écuries se mettre en place. Et il faut le dire très clairement, c'est-à-dire qu'on a des partis politiques maintenant qui, pour une grande part, ont vocation aussi à servir de machine à sélectionner des candidats, alors soit aux élections externes, soit aux élections internes. Donc vous êtes un parti comme les autres ? On n'est pas un parti comme les autres en termes d'idées, mais on commence à avoir des pratiques qui parfois se rapprochent des autres. Vous le déplorez ? Et donc, bien sûr, je le déplore. Ouais. Ah ben là, ça très très clairement. Et moi, j'avais souhaité qu'en amont de ce congrès, et j'ai échoué là-dessus, enfin, je n'ai pas de honte à le dire, j'ai échoué sur le fait qu'on soit en capacité de créer non pas une synthèse factice ou des synthèses vous savez, entre les deux tours, on essaye et je te donne ça, voilà, et tu me donnes ça, et puis tel poste, et on y arrive. Moi, j'aurais aimé que ce parti puisse dégager une vraie majorité stable, avec une ligne et avec une capacité à entraîner et à parler à la société. Vous savez, plus on est divisé en interne, plus on est balkanisé, plus c'est difficile d'être crédible en externe quand on parle à la société. Or, on voit bien que les écologistes, en ce moment, ont du mal à parler à la société. Mathieu ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai malaise sur le bilan, les acquis et les couleuvres avalées par les écologistes pour le prix de leur participation au gouvernement? Vous avez deux ministres au gouvernement. Oui. Moi, je ne crois pas que ça soit... j'entends cette question des couleuvres et autres. Moi, je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est on a une responsabilité forte dans cette majorité, c'est d'essayer d'y apporter une vision un peu différente par rapport à un modèle dominant, celui de la consommation, de toujours la reproduction du même productivisme, de la croissance, cette attente, etc. de ce monde qui n'est plus là et pour lequel nous devons trouver des solutions qui, elles, sont immédiates. Et je crois que le malaise qui est chez nous est un malaise, pour le coup, de fond, un malaise de responsabilité, de dire mais est-ce qu'on y arrive vraiment ? Est-ce qu'on sert à quelque chose et comment on peut peser ? Alors, quelle est votre réponse ? Notre réponse, c'est qu'on a un rôle très utile. C'est-à-dire qu'il serait faux de dire et de faire croire que les écologistes ne participent pas du débat dans cette majorité et n'ont pas une force de conviction. Ce que fait Cécile Duflot au logement, le fait de ne pas choisir entre la construction des logements sociaux et l'isolation, et le fait de penser que la précarité énergétique, la souffrance des gens qui n'arrivent pas à payer leur chauffage à la fin du mois, elle est aussi importante que celle qui est... Ça, c'est la responsabilité des écolos et le boulot. Pascal Canfin, il fait un super boulot aussi vis-à-vis de l'Afrique, avec Laurent Fabius qui le laisse dans son domaine avancer très, très, j'allais dire, fortement sur le développement en sortant des vieilles logiques de la France-Afrique. Donc là, moi, je voudrais rendre hommage à la fois, évidemment, à Laurent Fabius et à Pascal Canfin, qui fait un travail remarquable sur le développement. Mais au-delà de ça, la question que nous avons à nous poser, c'est comment on pèse, comment on fait avancer nos idées, comment on fait bouger les lignes, comment on arrive à convaincre. Moi, si on m'explique qu'en étant dehors,
qu'en quittant un navire qui n'est pas sur un cap qui est merveilleux et qui est même sur un cap très difficile. Je ne crois pas que ce soit en quittant le navire, je l'ai déjà dit ailleurs, en montant sur les canaux de sauvetage et puis en essayant de sauver sa propre image ou en se mettant dans la posture facile du commentateur ou du spectateur de la vie politique, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de critiquer, d'être uniquement dans l'observation, que d'être dans l'action. Donc nous, on a une posture qui est difficile à tenir, qui est d'être des écologistes dans une majorité qui ne l'est pas véritablement. Et quand je dis véritablement, c'est là aussi un... Donc on vous a compris, vous souhaitez rester au gouvernement. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Justement, vous restez au gouvernement, mais quand même, ça ressemble souvent à un grand écart. C'est quoi la ligne rouge? J'ai jamais voulu, moi, parler de ligne rouge. Jamais. Parce que la ligne rouge, c'est un monde binaire, blanc-noir. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un certain nombre de marqueurs. Et ces marqueurs, moi, je les avais posés collectivement, parce qu'ils avaient été votés chez nous, ils avaient été définis. C'était la question d'abord de la grande loi sur la transition énergétique. Enfin, quand je vous disais que les écologistes ont une responsabilité, c'est aussi d'engager des transitions. Nous sommes minoritaires dans la société. Nous sommes dans un pays, par exemple, pro-nucléaire et qui vit sur un modèle nucléaire. On a un président de la République qui a dit « passons de 75 à 50 ». C'est déjà un progrès, enfin pour nous, qui souhaitions sortir du nucléaire et qui souhaitons toujours sortir du nucléaire. Mais donc après, nous, notre rôle, c'est d'expliquer que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. On a mis 30 ans à construire le modèle énergétique français. On va mettre vraisemblablement 25 ou 30 ans à en sortir et à en changer. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte de convaincre, de discuter avec le MEDEF, avec les syndicats, avec la société civile, d'arriver à comprendre que la France a tout à gagner, une nouvelle énergie, à passer, à développer une industrie du renouvelable, etc. Il faudra du temps. Oui, il faut du temps, mais donc c'est la raison pour laquelle, et ça répond aussi à votre question, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, pourquoi est-ce que moi je pense qu'on n'a pas vocation à quitter cette majorité et ce gouvernement, c'est que c'est en étant dans le dialogue et en pesant dedans qu'on arrivera à faire bouger. Après, oui, si on voit que l'on ne sert, ou plutôt non, c'est-à-dire que si on voit qu'on ne sert à rien, qu'on n'est pas entendu, qu'on nous explique que rien ne va changer et que ni la fiscalité, quand je dis la fiscalité, c'est pas augmenter la fiscalité, il faut même vraisemblablement faire en sorte qu'elle diminue, mais c'est quel modèle fiscal on veut. Moi, quand j'entends le Premier ministre dire on va remettre à plat la fiscalité, très bien, je l'entends, mais ce que j'attends, moi, de la classe politique, et notamment du Premier ministre, c'est qu'ils nous disent quel type de fiscalité il veut. Est-ce qu'on va aller plus vers une détaxation de ce qui, je ne sais pas, pèse sur les entreprises, puisque c'est un sujet. Et dans ce cas-là, il faut taxer ce qui pollue, par exemple. Mais alors donc, posons la question de l'écotaxe. Est-ce qu'on veut ou pas taxer les transports? Évidemment. Vous voyez, c'est tous ces sujets-là. nombreux sujets qu'on va aborder. Et il faut qu'on soit là. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir au Congrès et à la question du maintien ou non dans le gouvernement, dans la majorité socialiste au pouvoir, majorité de gauche, pardon, Cohn-Bendit s'en va en décembre, Daniel Cohn-Bendit, Noël Mamère en septembre. Ça fait beaucoup de choses. Il y a des problèmes de fonctionnement interne, on comprend, mais est-ce que vous pouvez nous assurer que quand même samedi et dimanche, la grosse question, le gros débat va pas être ce maintien ou non dans le gouvernement? Parce que vous nous dites, moi je ne veux pas. Non, moi, vous avez déjà dit ça avant nos journées d'été. Vous savez, nos journées d'été, il y a eu plus de 3000 personnes. Moi, pendant un an et demi, je pense que au moins 50% de mon temps de secrétaire national, du moins dans les dialogues avec les médias, a été de répondre à la question du gouvernement, est-ce que vous le quittez ou pas? C'est bizarre, on ne pose pas cette question aux autres. C'est-à-dire que on comprend que les autres soient dans des rapports, par exemple entre Christiane Taubira et Manuel Valls, tout le monde a compris qu'il y avait des moments, des difficultés. Personne n'a demandé à l'un ou à l'autre de quitter le gouvernement, mais c'est comment l'un va convaincre l'autre ou pas, et quels arbitrages vont être faits. Nous, c'est la même chose. Nous avons des arbitrages à mener. Philippe Martin a des positions qui ne sont pas celles d'Arnaud Montebourg pour un certain nombre de sujets. Eh bien, ils essayent de dialoguer, de les équilibrer, et puis, in fine, le président de la République, le Premier ministre, et puis le Parlement tranche. Eh bien, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes dans ces logiques. Danny Cohn-Bendit n'a pas quitté le parti à cause de la participation au gouvernement. Au contraire, il la défend à fond. C'est vrai. Alors que Noël Mamère, lui, il a quitté le parti pour des problèmes de fonctionnement interne. Noël Mamère, lui, n'a pas du tout dit ça. C'est parce qu'il considère que nous ne devons plus rester au gouvernement. Donc vous voyez bien que ce sont des schémas différents. Maintenant, je crois que la majorité des militants est déboussolée. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Elle est désarçonnée, déboussolée. Elle dit, mais on ne pensait pas
que le changement allait nous entraîner dans la voie que nous sommes en train de suivre, qui globalement ressemble quand même profondément à la voie qui était là avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable changement de cap, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est déboussolé. Maintenant, est-ce que pour autant les militants disent il faut qu'on arrête tout ça? Là, je crois qu'il y a un vrai débat chez nous et que la position à prendre aussi, elle est aussi en fonction de ce que la société attend de nous. Moi, je ne suis pas persuadé, je sais qu'on critique beaucoup parfois le parti écologiste, mais moi, je lis les sondages aussi. Et j'en lisais encore un hier qui disait que la majorité des Français, on était le premier parti sur lequel on souhaitait qu'on se renforce au municipal. Et c'est vrai qu'on est assez fort dans les exécutifs locaux. Ouais. Et donc, ça veut dire que les gens attendent aussi de nous qu'on fasse notre boulot. Mathieu Castagnier, La Croix. L'écotaxe que vous avez évoqué, est-ce que le gouvernement, vous critiquez le recul, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu, que c'était possible de le maintenir dans l'état actuel, ou est-ce que vous comprenez que le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de renoncer à cette mesure que vous soutenez? Je l'ai dit, je ne l'ai pas critiqué, cette position du gouvernement. Je pense que quand il y a des violences dans la rue, que quand on est dans un schéma de début, entre guillemets, de guerre civile, il faut... révolte. Guerre civile, c'est peut-être un peu fort, non? Non, quand j'ai dit guerre civile, c'est que, rappelez-vous qu'au départ, il y avait des blessés graves, il y a quelqu'un qui a perdu sa main, donc je me replace dans le contexte, dans lequel le gouvernement a dit « je ne peux pas laisser la France et une partie de la France se mettre à feu et à sang ». Et il a donc retiré provisoirement dans un souci de pacification publique. Et moi, je suis un grand pacifiste et un non-violent, c'est dans l'ADN des écologistes. Je pense que je regrette, évidemment, la violence qui a eu lieu, mais je comprends que le gouvernement, à un moment, dise on va calmer tout ça. Après, ce que je ne comprendrai pas et ce que je n'accepte pas, c'est qu'on ne parle pas de la raison pour laquelle il faut taxer non pas les transports, parce que, in fine, c'était les distributeurs qui avaient la charge de cette taxe. Je rappelle quand même, et pardon de vous embêter avec ça, mais qu'on en ait conscience, c'est qu'il y a plus de 750 000 porcs vivants qui partent de Bretagne dans des transports, qui vont se faire abattre à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en Roumanie ou ailleurs, et qui reviennent après pour être dans des usines d'agroalimentaire conditionnées, etc. Donc on voit bien que si on veut maintenir pendant ce temps la GAD, par exemple, ferme et des abattoirs fermes en Bretagne, et on nous explique que, non, finalement, le transport... Mais il y a un moment où il faut que la responsabilité collective... c'est qu'on fasse payer au transport son vrai coût. Et que si le transport payait son vrai coût, c'est-à-dire si on arrêtait de détaxer, on serait obligé de relocaliser. Ça fait des années que les écologistes disent qu'on ne recréera pas un tissu local, industriel, agricole ou autre, si on ne taxe pas à sa vraie valeur et à sa juste valeur le transport, de manière à ce qu'on reproduise sur place. Moi, je veux que les abattoirs en Bretagne ils soient réouverts. Je veux aussi qu'en Bretagne, on sorte du modèle qui consiste à aller faire de la production de masse pour aller au coût le moins élevé et après, in fine, ne plus vendre. Voilà. Donc ça passe aussi par une fiscalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en déduire une autre à côté, ce que nous souhaitions d'ailleurs sur la TVA. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous avez évoqué tout à l'heure les municipales. Vous avez déjà perdu une ville, semble-t-il, c'est Montreuil. Que vous inspire la renonciation de Dominique Voynet? De la tristesse, mais pas simplement pour Dominique Voynet, évidemment, qui a fait un boulot remarquable dans cette ville. De la tristesse sur le fonctionnement de la politique et du débat politique dans ce pays. Enfin, moi, je suis allé plusieurs fois à Montreuil, j'ai vu les conditions insupportables dans lesquelles Dominique Voynet essayait d'exercer son mandat. Quand vous ne pouvez pas tenir un conseil municipal sans avoir des sifflets, des insultes, des salles qui sont préparées, quand vous ne pouvez pas tenir... On va dire de la part de gens qui n'acceptent pas le jeu démocratique et qui n'ont jamais accepté parce qu'ils considéraient pour une part, par exemple, que Montreuil était leur propriété depuis 70 ans. Et si vous voulez me faire dire par là qu'il y a certains staliniens qui feraient bien de comprendre que le monde a changé, eh bien je le dis. Non, mais c'est pour ça que le monde est bien plus complexe que ce qu'on essaye de nous dire. Le Front National monte aussi parce qu'il y a une dégradation de la vie politique démocratique générale. Parce que les partis politiques, que ce soit à l'UMP, au PS ou chez nous aussi,
montre des signes qui ne sont pas des signes de défense de l'intérêt général. Toujours cette petite cuisine interne. Et Dominique Voynet s'est trouvé dans une situation à ne pas pouvoir porter l'intérêt général, à ne pas prendre de l'écotaxe. C'est la même chose au niveau local. Quand vous essayez de réformer, de discuter, ça prend du temps, ça demande de l'intelligence, ça demande du dialogue. Et le dialogue républicain, dans des villes comme à Montreuil, n'était plus possible. Juste un exemple concret, elle a voulu ouvrir une grande réunion que le Parti communiste avait lancée sur la question notamment des retraites, qui était donc un débat ouvert, où nous étions invités, où moi-même j'étais invité à la tribune. Eh bien, elle voulait juste ouvrir en tant que maire. Vous savez, le fameux maire, le principe républicain, j'accueille, j'ouvre. Eh bien, elle n'a pas pu s'exprimer. 600 personnes déchaînées dans la salle, qui la sifflent, qui l'a eu, etc. Eh bien, quand on est dans ces conditions-là, moi je comprends qu'à un moment, on crie, et voilà, on crie. Voilà, c'est de la conscience, on dit je ne peux plus. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur l'écotaxe, vous avez beaucoup critiqué notamment la position de la FNSEA et aussi défendant le modèle agricole breton Absolument. que vous avez défini tout à l'heure. Oui. Mais pour que des abattoirs continuent à abattre en Bretagne, il faudrait qu'ils soient compétitifs. Alors est-ce qu'il ne faut pas quand même lutter contre un certain dumping social, puisqu'on sait que dans les abattoirs allemands, par exemple, le coût du travail est moindre. C'est-à-dire, taxer les distributeurs, d'accord, mais si on veut maintenir des abattoirs en Bretagne, il faudrait peut-être qu'on lutte contre ces abus, ces fraudes. Vous avez parfaitement raison. C'est un tout. Et ben voilà. Vous savez quoi? Ça veut dire qu'il faut agir à tous les niveaux. Vous avez parfaitement raison. Il faut essayer, dans tous les espaces démocratiques qui nous sont offerts, d'essayer de faire avancer ce que vous dites. Pour relocaliser, c'est exactement la question qui se pose à l'Europe. Est-ce qu'on se place dans des logiques de compétition, de dumping social ou fiscal selon les lieux où nous nous trouvons? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'harmoniser par le haut l'Europe, de faire monter les conditions sociales et d'harmoniser la fiscalité de manière à ce qu'il n'y ait plus cette concurrence? Et vous avez d'autant plus raison, et vous le savez, qu'on est en train de bouger sur la question du salaire minimum en Allemagne. Oui. Parce que le SPD, il en fait une condition. Vous voyez qu'on peut parfois, dans des majorités, même quand nous ne sommes pas actifs directement, le SPD n'est pas devenu la CDU et ne porte pas la CDU, mais il dit, moi je veux bien travailler avec vous, à condition que... Et ils mettent des marqueurs. Et un des marqueurs, c'était le salaire minimum en Allemagne. C'est donc une excellente chose. Il va falloir après l'étendre. Il va falloir que l'Europe se saisisse. Elle est en train de travailler dessus avec la directive Bolkestein. Mais alors du coup, pour cette économie bretonne, mettre l'écotaxe avant de pouvoir harmoniser cette fiscalité, c'est quand même, ça paraît beaucoup. Pas vraiment, parce que je répète que l'écotaxe était une des manières de faire en sorte que le coût du transport aussi... le coût du transport fasse qu'on n'ait plus vraiment intérêt. Parce que qu'est-ce qui domine dans la logique de l'agroalimentaire breton? Et vous le savez, c'est les profits des détenteurs de capitaux. Parce que c'est quand même ça, la réalité du monde. On peut après utiliser des vieux mots, des jeunes mots. La réalité, c'est qu'il y en a qui essayent d'augmenter leurs profits, y compris au risque de voir s'enrayer la machine. Et pendant ce temps-là, on licencie en Bretagne et donc on va faire travailler un certain nombre d'abattoirs à l'étranger. Donc je pense que le transport participe de ça. Maintenant, et vous le savez, il y avait énormément d'exonérations qui étaient là sur l'écotaxe en Bretagne. Ça a enlevé les moins de 3,5 tonnes, ça a enlevé tout le transport local, agricole, etc. On avait toutes les départementales étaient exonérées. Enfin, bon, mais je comprends après parfois la symbolique. Ce que je ne comprendrai pas, c'est qu'on essaye de faire croire aux Bretons que c'est l'écotaxe qui est à l'origine des milliers d'emplois perdus ces 2 ou 3 dernières années dans l'agroalimentaire. Ça serait juste malhonnête. C'est plus fondamental que ça. Et beaucoup plus grave, et c'est un modèle, encore une fois, le modèle agricole est en question, et en Bretagne, et vous savez pourquoi il est en question. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens, et nous retrouvons dans quelques instants notre invité, Pascal Durand, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO, notre invité aujourd'hui pour cette édition de Face aux chrétiens, Pascal Durand, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts, parti qui tient son congrès le week-end du 30 novembre à Caen. Il est interrogé dans cette édition par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Benjamin Rosier pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Benjamin Rosier qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. On a évoqué tout à l'heure la remise à plat du système fiscal voulu par Jean-Marc Ayrault, annoncé il y a peu de temps. Et puis tout de suite, François Hollande, le président de la République, qui temporise, qui dit on prendra le temps du quinquennat.
Comment vous avez accueilli, vous, à Europe Écologie Les Verts, cette temporisation? C'est la réforme fiscale, on l'a demandé depuis très longtemps. Vous aviez eu la gentillesse de dire tout à l'heure que j'avais travaillé avec Nicolas Hulot. Vous savez que c'était déjà dans le pacte écologique. Les écologistes considèrent depuis longtemps que la fiscalité est un des leviers, mais c'est un des leviers majeurs dans une société pour arriver à la fois modifier les comportements et financer ce qui doit l'être. La seule chose, c'est que la fiscalité écologique, c'est pas une fiscalité en plus. Et donc, quand on dit la remise à plat, parce que les Français sont tendus. Mais oui, mais question. ça fait des années que nous répétons que la fiscalité écologique a la vocation à remplacer. Quand vous dites, par exemple, que vous créez une contribution climat-énergie où on va faire payer enfin un peu ce qui pollue, eh bien, en échange, nous avions demandé la baisse de la TVA, que nous avons obtenue, mais alors de haute lutte, la baisse de la TVA sur l'isolation des bâtiments, parce que ça crée des milliers d'emplois pour les artisans, pour les PME, et c'est moins cher pour les gens. Nous demandons la baisse de la TVA dans les transports publics. Ce sont ces éléments-là. Si on est dans une logique, quand on parle de remise à plat de la fiscalité, ça veut dire que la responsabilité des politiques, c'est de dire, voilà vers où nous voulons aller. Voilà quel modèle nous voulons mettre en place pour les 5, 10, 15 ans. Moi, je comprends qu'on prenne un peu de temps pour ça. Donc il n'y a pas de vision aujourd'hui, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas exprimée. D'accord. Et moi, je me méfie toujours des politiques qui sont à la remorque de la vision technocratique de la société ou à la vision d'une inspection des finances qui, évidemment, n'a pas vocation à penser les réformes fiscales. Elle a vocation à mettre en œuvre et à donner les meilleurs outils concrets. Mais moi, je voudrais qu'on nous explique quelle fiscalité on veut. Est-ce qu'on veut faire baisser, je répète, par exemple, le coût du travail? Vous parliez tout à l'heure du coût du travail dans notre pays. Le coût du travail, il est fonction d'énormément de critères. Le coût de l'immobilier, vous savez que c'est 30% plus cher qu'en Allemagne, par exemple, le coût des loyers, de l'immobilier, du foncier en France. Donc on peut déjà agir là-dessus, c'est ce que fait Cécile Duflot. Ça baisse le prix. Mais on peut aussi avoir une vision différente de la solidarité nationale. Est-ce que ça doit être uniquement sur les entreprises et ceux qui ont du travail que porte l'essentiel de la solidarité, voire la quasi-totalité, en termes de chômage, en termes de retraite, On peut imaginer que ce monde peut et doit bouger. Les solidarités de 2013, 2015, 2020 ne seront pas les solidarités de 1946 ou de 1870. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de respect. Il faut que ce débat s'ouvre. Et il faut qu'il s'ouvre, mais il faut qu'il s'ouvre. D'accord. Là aussi, sans dire il n'y a pas de veau sacré. Il faut qu'on remette en place les solidarités actuelles. Moi, j'ai énormément de respect pour ce qui a été fait au moment de la libération et le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Simplement, c'était il y a 70 ans. Et il faut arriver à bouger ça avec le même idéal, celui de la solidarité. Mathieu Castagnier, La Croix. Au-delà de la technique sur quel impôt, quelle assiette, etc., est-ce que vous pensez qu'à 46,1% de taux de prélèvement, qui est celui qu'on atteindra l'année prochaine, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas d'abord baisser les impôts, ou est-ce que vous estimez que c'est le prix à payer pour une société plus solidaire que d'autres? C'est le prix à payer. La seule chose, c'est que j'aimerais qu'on rééquilibre les prélèvements. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui a bougé. La fiscalité sur le travail est beaucoup trop lourde. Voilà, je le dis. Je pense que... Là, vous parlez comme les patrons, là. Mais je parle comme quelqu'un qui considère que le monde, entre les profits... Enfin, est-ce qu'on peut, à un moment ou un autre, regarder où est l'argent en ce moment ? L'argent, il circule dans la finance. L'argent, il circule essentiellement dans des grands... Dans les retraites chapeaux, on l'a vu. Et ben voilà. Est-ce que ça, c'est le travail? Moi, je considère qu'on ferait mieux, effectivement, de faire en sorte que les gens qui travaillent soient un peu libérés d'un certain nombre de charges. En revanche, l'impôt global ne doit pas baisser, parce qu'il faut bien comprendre qu'un impôt global qui baisse, c'est moins de services publics, moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de routes, c'est moins de transports en commun. C'est ça, les impôts. Donc, moi, je veux bien qu'on nous parle du modèle anglais, mais tous ces gens-là, ils ont des assurances privées. Tout le monde, on est dans des sociétés inégalitaires, injustes aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Donc, regardons l'avantage de la France. L'avantage de la France, c'est effectivement d'avoir su construire un bel équilibre entre le secteur public et le privé, mais partons du principe quand même que l'argent a bougé et qu'il faut beaucoup plus taxer le capital, beaucoup plus taxer les flux financiers, beaucoup plus taxer la pollution. Il faut voir ce que nous coûte. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. Regardez le coût de cette agriculture en termes de dépollution des rivières et des fleuves.
regardez ce que ça coûte à la collectivité publique. Et peut-être qu'à un moment, au lieu de détaxer les nitrates et de faire en sorte qu'un certain nombre de labos continuent à gagner beaucoup d'argent là-dessus, eh ben on va les taxer eux. Peut-être qu'on consommera moins de nitrates, moins de pétrole, et peut-être qu'on aura moins de dépenses collectives sur la dépollution de l'eau que vous payez, vous et moi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Le ras-le-bol fiscal d'une grande partie de la population, pour vous, c'est pas une réalité. C'est un manque de communication. Non, je suis en train de vous dire que je pense qu'il faut que les impôts bougent. Je crois qu'il y a des gens qui ont le sentiment, et notamment ce qu'on appelle les classes moyennes. Oui. Mais moi, par exemple, il se trouve que j'étais avocat pendant 25 ans. J'étais un petit chef d'entreprise, une petite TPE, voilà. Et donc, je sais très bien que nous trouvions injuste, et nous trouvons injuste, nous, d'être taxés j'allais dire, de manière supplémentaire par rapport aux des entreprises du CAC 40 ou autres, qui, eux, peuvent jouer sur des niches fiscales. Enfin, les entreprises du CAC 40, en moyenne, elles payent 8% d'impôts sur les sociétés. Là où le petit entrepreneur, la TPE ou l'artisan, il va prendre, lui, 33, voire plus. Donc, je ne vous dis pas, et soyons clairs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser le système fiscal tel qu'il est, parce que je pense qu'il est devenu fondamentalement injuste. Il pèse beaucoup plus sur les petits revenus ou sur les revenus moyens plutôt que sur les grands. Je dis que nous devons rééquilibrer, mais simplement ça veut dire qu'il faut aussi porter atteinte au lobby. Or, on a un chantage terrible en France. Quand vous touchez à Total, à Sanofi, à Carrefour ou autres, on vous fait tout de suite « Ah oui, mais il y a des milliers d'emplois ». Et bien ça, c'est scandaleux, parce qu'il y a des millions d'emplois en France, chez les PME, les TPE, les artisans, et ceux-là, comme ils ne sont évidemment pas groupés et qu'ils ne peuvent pas licencier 15 000 ou 20 000 personnes d'un coup, eh bien, on les spolie, petit bout par petit bout. C'est bien d'entendre ça n'est pas de la démagogie de le dire. Un écolo qui parle comme les petits patrons. Mais un écolo qui parle comme comme tout le monde, tout simplement, parce que je suis dans la vraie vie et que j'ai fait 25 ans de vie réelle avant d'entrer en politique. J'ai pas tout oublié de la vraie vie. Benjamin Rosier. Dans cette difficulté qu'on sent du consentement à l'impôt, parce que crise aussi, on entend beaucoup quand même à quoi sert cet impôt. Quel résultat dans les politiques publiques qu'on met en place. On entend beaucoup, par exemple, l'éducation nationale, ok, premier budget, énormément finalement de financement par le contribuable, et quel échec scolaire. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi, la grande réforme du système fiscal ? C'est vrai, vous connaissez la phrase d'Abraham Lincoln, hein, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez, il avait dit l'ignorance ou le... Enfin bon, c'est vrai qu'on est à un moment où on ne perçoit plus réellement, peut-être parce qu'on s'est un peu embourgeoisé, au sens, c'est-à-dire qu'on trouve normal qu'il y ait des écoles partout, etc. Mais c'est pas normal, ça n'existe pas partout. Et on a quand même un système scolaire, enfin je veux dire, ce que font les profs, ce que font d'une manière générale, les acteurs de l'éducation est quand même un boulot remarquable. Moi, dans des conditions difficiles. Je veux dire, l'école maintenant, elle est obligée, notamment dans des quartiers difficiles ou des quartiers déshérités, elle est obligée de jouer une fonction qu'elle n'avait pas à jouer avant, qui est quasiment une fonction d'insertion dans la société de gamins totalement déshérités, ou parce que leurs familles sont brisées, ou parce que... Donc, c'est très compliqué. Donc moi, je ne critiquerai pas, je ne serai pas aussi dur que vous sur le fait que le grand service public de l'éducation ne fonctionne pas bien. Maintenant, et je suis comme tout le monde, je pense aussi qu'il faut des réformes, mais pour ça, il faut des moyens. Donc ça aussi, c'est des choix de politique publique. Moi, je pense que l'éducation nationale n'a pas trop d'argent. Et je pense même qu'on peut l'aider. Mais c'est plus l'obligation de résultat, c'est plus ma question. Mais l'obligation de résultat, moi, en matière d'éducation, vous savez, si déjà on arrivait à faire en sorte que 150 000 gamins ne sortent pas sans la moindre formation ni le moindre diplôme de ce système, ça serait déjà une victoire merveilleuse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions de... Comment, là aussi, le monde a changé. Je vous garantis que moi, pour avoir bien connu, là aussi, des profs dans des collèges, dans certaines villes de banlieue, ils font un boulot, mais d'une difficulté incroyable et avec un dévouement merveilleux. Maintenant, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer ça. Peut-être sur un autre sujet, Mathieu Castagnier. Tout autre sujet d'actualité, c'est la prostitution. Il y a une proposition de loi visant à pénaliser le client et à ne plus pénaliser le racolage. Cette proposition ne sera pas votée par la majorité des députés écologistes. Quelle est votre position à vous là-dessus ? Pascal Durand. Alors, ma position, il n'y a pas de position claire du parti, et je pense que sur certains sujets qui touchent
au cœur même de la conscience, de la société, il est très difficile d'avoir une doctrine de parti. Et peut-être c'est une bonne chose, finalement, parce que, vous savez, ces fameux partis qui géraient tout. On a connu ça, malheureusement, et ça a coûté parfois des millions de morts, où on allait même jusque dans votre propre conscience. Alors Donc les écologistes, à titre personnel, je ne peux pas me résoudre à considérer que la marchandisation du corps humain est un acte normal. Je n'arrive pas, et je ne peux pas considérer que l'essentiel de ces gamines ou de ces jeunes garçons qui sont déracinés, sortis de leur pays, que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique ou ailleurs, auxquels on vole les passeports, qui sont dans des conditions de quasiment d'esclavagisme moderne, nous devons laisser faire. Donc il faut agir. À côté de ça, je ne sais pas si la pénalisation, c'est pour ça que je le dis je n'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas honte de le dire, c'est un sujet très complexe. La dignité des femmes, la dignité de l'homme fait que la prostitution me paraît quelque chose de dommageable, de vraiment dommageable. À côté de ça, je ne suis pas sûr que la pénalisation ou des clients ou évidemment des prostituées elles-mêmes soit la réponse. Je pense que c'est un sujet majeur de société très difficile, mais il faut garder au cœur de sa propre conscience le fait que ce sont des êtres humains qui sont dans des situations insupportables de détresse. Alain Baron, Radio quelle Notre-Dame. serait alors, en restant sur le même sujet, la bonne réponse? Parce que beaucoup de pays ont essayé des méthodes différentes, en Suède. Elles échouent quasiment les unes après les autres. Puis je vous dis, on est là en face d'une question de société que nous n'arrivons pas. Si vous avez aussi la solution sur le cannabis, vous me la donnez. C'est un peu la même question. Vous me la donnez. Moi, en tant qu'avocat, j'ai vu des tribunaux engorgés, ça ne résout rien. Je vois aussi des gamins qui sont complètement perdus et je n'ai pas la réponse. Vous voulez que je vous dise? Je peux vous dire que la pénalisation n'est pas la bonne réponse. Je peux vous dire également que de laisser des mafias gérer, que ce soit la prostitution, que ce soit la drogue, est également la pire des réponses. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous dis que c'est un problème de santé publique. Quant à la prostitution, c'est un problème de dignité humaine. Eh bien, ces questions-là, nous devons les résoudre, en tout cas avec empathie pour ceux qui souffrent, et puis en même temps d'essayer de construire. Voilà. Je suis désolé, vous voyez, je fais partie des politiques qui à un moment disent « je n'ai pas les réponses » et pardonnez-moi, et pour autant, je pense quand même que nous devons débattre. Merci de votre franchise. Benjamin Rosier va vous poser une dernière question. Oui, un autre sujet de société, c'est le projet de loi notamment famille, qui doit être présenté en Conseil des ministres courant janvier. On attend les résultats de groupes de réflexion, c'est courant décembre, donc on est dans cette actualité-là. Est-ce que les députés écologistes devront présenter un amendement pour l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes? Puisqu'il n'est pas prévu dans le texte. C'est vrai, vous savez qu'à l'époque, on l'avait défendu pour une part de nos députés, notamment Sergio Coronado et Esther Benbassa pour le Sénat. Nous considéré que la question de la PMA, la question au-delà du GPA, etc., enfin de la procréation pour autrui et autres, sont des vrais sujets, là aussi des vrais sujets de société, sur lesquels les partis n'ont pas nécessairement vocation à avoir une réponse claire. Là où simplement sur la PMA, nous avons considéré qu'il y avait injustice. C'est qu'à partir du moment où vous donniez le mariage pour tous, vous ne deviez pas réintroduire de la discrimination en disant certains couples auront des droits que d'autres n'auront pas, notamment par rapport aux enfants. Voilà. Donc nous avions dit poser la question de la PMA d'une manière générale et encadrer la PMA, oui, mais poser cette question-là uniquement pour les couples homosexuels au moment où on donne le mariage pour tous, c'est une hypocrisie et c'est réintroduire de la discrimination. Donc à titre personnel, moi, je défends le fait que les couples homosexuels aient exactement les mêmes droits que les couples hétérosexuels en ce qui concerne la PMA. Je suis très clair là-dessus. Mais de même que vous évoquiez tout à l'heure la question de la marchandisation du corps humain, qui était une ligne rouge, sur la question de la grossesse pour autrui, est-ce que ce critère ne s'applique pas? C'est pour ça que sur la GPA, d'ailleurs je l'avais indiqué dans un article, une tribune que j'avais faite dans la Croix, je fais partie de ces écologistes qui considèrent que, un peu comme la manipulation du vivant, ça fait partie pour moi des questions de conscience, des questions individuelles. La GPA me pose des problèmes à la fois éthiques et
là aussi, c'est un sujet très compliqué parce que je comprends la souffrance des familles. Tout ça, mais j'ai un problème avec la marchandisation. J'ai un problème avec la GPA. Voilà. Ça veut dire que mais je suis minoritaire, je crois, dans mon parti. Vous êtes minoritaire dans votre parti, je crois. Enfin, en tout cas, ça se discute. Ça veut dire que le principe d'égalité a des limites, puisque c'est le principe Mais d'égalité qui prévaut à la vous PMA. savez, il n'y a pas un principe quasiment dans la vie qui n'ait pas de limite. C'est la règle du collectif. Les limites, vous pouvez vous les fixer vous-même. Elles peuvent être également fixées par la loi, fixées par la société, mais il faut des limites en toute chose, bien sûr. Alors dans la série, les questions compliquées et les questions éthiques, en Belgique, on vient de légaliser l'euthanasie pour les mineurs. Vous en dites quoi ? À titre personnel encore ? On a bien compris que c'est compliqué. Oui, parce que c'est des sujets sur lesquels, en plus, je m'interdirais de parler en tant que secrétaire national. Oui. Là aussi, en Belgique, c'est extrêmement encadré quand même. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai vu cette personne qui était en transgenre, qui ne supportait pas et qui a demandé à être euthanasiée et qui a été euthanasiée, qui avait une trentaine d'années, parce qu'elle ne supportait plus sa vie. Et qui finalement donc a été tué pour résoudre le problème. C'est une souffrance totale. Ce que les médecins ont dit, c'est que sa souffrance était de même nature qu'une souffrance d'une maladie autre que morale ou psychologique, et que la souffrance était telle que ce que l'on acceptait pour un cancéreux au dernier stade pouvait être également accepté pour quelqu'un qui est en souffrance, en détresse morale absolue. Ça heurte un certain nombre de nos principes, mais là aussi, moi, l'euthanasie, mes parents étaient membres de l'association du droit à mourir dans la dignité, et je le dis parce que mon père lui-même a décidé cela, quand il était atteint d'un Parkinson, et c'est ce qu'il a fait. Et vous en avez pensé quoi, vous, à l'époque ? J'ai respecté son choix et on l'a accompagné. On l'a accompagné parce que je pense que là aussi, ça participe de la dignité humaine, que quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie essaye de mourir dignement et dise « je ne veux pas ni imposer aux autres, ni m'imposer à moi-même une dégradation telle que je considérais que je ne suis plus l'être humain que j'estime pouvoir être ». Donc ce sont des moments très durs dans des familles, et c'est pour ça que je dis sur ces sujets-là, il faut débattre, il faut regarder, et il faut regarder le contexte. Voilà. Très bien, merci pour votre franchise, votre transparence. Nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux Chrétiens, et dans quelques instants, nous retrouvons notre invité Pascal Durand, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Pascal Durand, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Nous ouvrons notre troisième partie avec Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, Monsieur Durand, en ce moment, ces jours-ci, la grande coalition est en train de s'installer en Allemagne. Donc une coalition entre la CDU, chrétienne-démocrate, et les sociaux-démocrates, sans les Verts. Que vous inspire ce genre de gouvernement ? Certains en France disent qu'il faudrait faire ça en France. Voilà. Et oui, mais la France a une difficulté, c'est le scrutin majoritaire. J'en ai d'ailleurs souvent parlé avec les responsables des Grünen, qui me disent d'ailleurs, je ne sais pas comment vous arrivez à maintenir un parti écologiste. Moi-même, d'ailleurs, parfois j'ai du mal à le comprendre. Je confirme. Ouais. Mais il me dit, je ne sais pas comment vous arrivez avec la logique du bloc majoritaire. Et moi, ça fait 30 ans que je pense que l'écologie est transversale. Simplement, on est dans des logiques d'alliance. Alors, juste pour revenir à la question de l'Allemagne, l'Allemagne a une démocratie très avancée sur le schéma proportionnel et doit créer des majorités. Et respecte quand même le choix des électeurs, puisque vous savez que le SPD plus Die Linke plus les Grünen étaient majoritaires. Donc ils auraient pu faire une alliance, mais simplement c'est la CDU qui est arrivée largement en tête sans être majoritaire, et donc tout le monde respecte le principe, c'est la CDU qui doit gouverner. Ce qui d'ailleurs est ramené à notre niveau de notre parti, pourrait également inspirer un certain nombre de gens qui aspirent maintenant à essayer de prendre le pouvoir. Quand quelqu'un fait 40% dans un système proportionnel, il a gagné, il est en tête. Bon, parenthèse fermée. Moi, je trouve que sur certains, dans des périodes difficiles comme on vit maintenant, il peut y avoir des convergences qui se mettent en place, et ça peut être à l'honneur de la démocratie. Entre des ennemis traditionnels. Oui, ce que le SPD est en train d'obtenir, et on revient à votre question tout à l'heure, sur le salaire minimum et sur le fait qu'on modifie les règles du fonctionnement du droit social, que la CDU n'aurait pas fait seule, et ben là, elle va l'accepter, et c'est un progrès pour tout le monde. Donc, on peut trouver des équilibres. Les Grünen ne sont pas dans cette coalition-là, a priori, mais
mais ils sont dans des régions, notamment dans le Bade-Württemberg, où ils travaillent avec la CDU aussi. Donc ça peut arriver. Ça ne doit pas non plus être une règle, et par ailleurs, ça n'existe que sur des bases politiques claires. Or, la France est en incapacité de définir des projets clairs et de les faire partager. Ça, c'est un recul fort. Mathieu Castagnier-Lacroix. Autre sujet international, l'Iran. Est-ce que vous défendez, vous, le droit pour tout pays, y compris l'Iran, de se doter du nucléaire civil ? Vous avez une idée de ma réponse. J'ai toujours considéré déjà, dans les pays qui l'ont actuellement, j'aimerais bien qu'on s'en retire. C'est évidemment un danger majeur. Le nucléaire, qu'il soit civil, a fortiori militaire. Il faut qu'on arrive sur une planète qui soit dénucléarisée. Voilà, il faut le faire. Donc, bien sûr qu'en plus des pays qui sont dans des zones de tension, des zones d'instabilité fortes, moins ils possèdent de capacités nucléaires, mieux je me porte. L'accord qui est intervenu là est un bon accord. C'est un accord qui donne sa chance à la paix, au dialogue, et puis au fait que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire, qui évidemment serait dramatique. Benjamin Rosier, RCF. Est-ce qu'on peut voir plus loin que le dossier nucléaire sur cet accord et se dire que ça pourrait réintégrer l'Iran dans un jeu diplomatique, notamment je pense à la Syrie. Tout le monde dit, on ne parle pas de l'Iran, alors que l'Iran serait peut-être primordial, non, sur Genève 2 en janvier. J'en avais parlé avec Laurent Fabius sur ce. C'est un des sujets d'une discussion que j'avais eue avec lui quand il m'avait reçu au Quai d'Orsay, où effectivement je lui avais dit qu'il fallait, en tout cas que pour nous écologistes, il était très très important qu'on réintègre l'Iran dans ce dialogue international. On voit bien que par rapport à la Syrie, ça aurait un rôle majeur. Je partage, moi, ce sentiment. Il faut mais on a un peu la même question à moindre niveau, mais de la Turquie avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est dans le dialogue et en amenant, alors dans des rapports qui ne sont pas nécessairement comme c'est demandé pour la Turquie, le fait qu'on intègre l'Union européenne, mais on voit bien il y a des pôles d'équilibre sur cette planète. L'Iran, la Turquie sont des lieux majeurs d'équilibre. On voit bien que l'Irak est totalement déstabilisé, la Syrie, n'en parlons pas, le Liban, c'est très difficile. Donc oui, on a besoin de ces pôles de stabilité, l'Iran peut en être un. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, la France s'apprête à envoyer des troupes supplémentaires en Centrafrique. Faut-il intervenir là-bas ? Quelle est votre position ? Je pense qu'elle est... on n'a pas une position du parti là-dessus, mais on a eu celle que nous avions choisie au moment du Mali, qui est de dire, face à des risques génocidaires, hein, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en œuvre, et des barbaries actives, il faut réagir. Simplement, il faut réagir à travers l'ONU. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se passer. La France a un certain nombre de troupes qui sont déjà dans la région. Il faut, lorsque les pays en font la demande, hein, bien sûr, il ne s'agit pas d'intervenir comme ça de manière unilatérale et néocoloniale, on va dire. Mais bien sûr, il ne faut pas laisser faire, il ne faut pas regarder ailleurs. Avouez que c'est quand même quelque chose de paradoxal. Vous avez un ministre, Pascal Canfin, qui est le ministre, disons, de l'Afrique, en gros le ministre du Développement, au gouvernement, et vous soutenez une intervention militaire française en Centrafrique. Ce n'est pas une intervention militaire française en Centrafrique. Moi, c'est vraiment, il ne faut pas la présenter comme ça. Les militaires seront français, même si les militaires sont français, mais l'intervention est internationale. Mais c'est parce que, là aussi, c'est une question de budget. Il y a un soutien international. Maintenant, c'est vrai qu'on a, nous, on a la position de la puissance. Je vous disais quelles sont des puissances régulatrices, on parlait de l'Iran, etc. C'est vrai que sur cette zone-là, la France a un peu ce rôle parfois d'aider à stabiliser avec d'autres puissances locales. Bon, moi je pense qu'il faut agir. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, regardez les reproches qui ont été faits après à la communauté internationale. Il est parfois bon d'agir avant. Mais il n'est pas question que la France se transforme en troupe d'occupation. Enfin, je crois que ce n'est pas l'objet de la Centrafrique. Mathieu Castagnier-Lacroix. Après votre soutien aux opérations au Mali, ce que vous dites sur la Centrafrique, on peut en déduire que vous allez voter de façon enthousiaste la loi de programmation militaire ? Non, Est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction ? Les écologistes sont très réticents à voter les crédits de l'armée, et puis finalement, ils ne sont plus pacifistes comme ils l'étaient autrefois. Oui, vous savez, à mes vœux, ça va vous étonner, mais vous parliez tout à l'heure avec les chefs d'entreprise. Quand j'ai présenté mes vœux, j'avais invité le général Coppel à mes vœux. Et je pense que je dois être le premier secrétaire national d'un parti écologiste qui invite un général, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Pourquoi est-ce que je l'avais invité ? Parce que justement, on pouvait dialoguer
ce qui est l'objet d'une tribune signée par Michel Rocard il n'y a pas très longtemps. Et on peut se poser la question des dépenses de l'armement et de la modernisation de l'armement nucléaire dans ce pays. Là où l'Angleterre et les États-Unis ont quasiment arrêté d'investir de l'argent sur la modernisation, nous on continue, parce qu'il y a le lobby de M. Dassault et de M. Lagardère peut-être, de quelques autres, on continue à mettre des milliards dans la modernisation de notre arsenal nucléaire, dont on le sait déjà et dont on espère évidemment qu'on n'aura jamais à avoir la moindre... mais non, mais nous on continue. Donc on peut faire autrement sur les dépenses militaires. Personnellement, je souhaiterais que le budget militaire puisse être affecté pour partie à l'éducation, ça serait plutôt une bonne idée. Mais au moins en interne, on pourrait déjà modifier les règles. C'est scandaleux de continuer à dépenser des milliards pour l'entretien, pour la modernisation des armes nucléaires, alors qu'à côté de ça, nos troupes au sol d'ailleurs, en Afghanistan, ont énormément souffert du manque de moyens. Et moi, c'est idiot, mais j'ai toujours tendance à préférer l'homme à la machine. Donc l'homme au sens être humain. Donc peut-être on pourrait essayer d'affecter aussi différemment les sommes pour le fonctionnement de nos armées. Alors toujours sur le plan international, vous êtes très proche de Nicolas Hulot. Ces derniers jours, il s'est rendu au Vatican. Il a rencontré de très proches collaborateurs du pape. Qu'est-ce que Nicolas Hulot, qu'est-ce que les écologistes peuvent attendre du Vatican ? Et l'Académie des sciences aussi, qui est très présente, absolument, parce que ce qu'on attend, c'est la prise en compte du bien commun et de l'intérêt général. Voilà, là, vous utilisez les mots du Vatican. Non, j'utilise les mots des écologistes aussi, vous savez, mais tant mieux. Vous voyez les convergences. Moi les crises sont trop graves. On parlait tout à l'heure de la dignité humaine, mais les gens qui sont en train de mourir de faim, le delta du Bangladesh avec la montée des eaux, là où on cultive depuis des millénaires le riz, et où on va sur les crues et les décrues d'un fleuve, et où on ne peut plus parce que la salinité, la montée des eaux, ça ne veut pas simplement dire qu'on va monter d'1 mètre ou 2 mètres, ça veut dire que les nappes phréatiques deviennent salées. Donc voilà, c'est des millions de gens qui ne peuvent plus se nourrir et qui vont être obligés, là aussi, de partir dans des conditions effroyables. Donc ce monde-là, que ce soit les chrétiens, que ce soit les écologistes, c'est pas incompatible d'ailleurs, il y a beaucoup d'écologistes chrétiens et des chrétiens écologistes. Mais ce monde-là, il faut arriver à le changer. C'est ça que Nicolas Hulot est allé dire au pape, en même temps qu'effectivement, il a vocation à faire en sorte que sur la conférence climat que nous mènerons en France en 2015, et qui est un engagement du président de la République, eh bien, nous ayons le plus large soutien et la plus large dynamique, et le Vatican a son rôle à jouer, bien sûr. Alors, Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Mathieu Castagnier, dernière question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la crise économique a fait passer cette préoccupation qui avait beaucoup gagné dans l'opinion à un rang même plus second, mais subsidiaire ou subalterne ? Si, vous avez parfaitement raison, et c'est à nous de démontrer que la solution, la solution c'est prétentieux, mais l'une des clés, l'une des solutions à la crise économique passe par la prise en compte de l'économie verte, de l'écologie et de tout ce que nous apportons pour l'industrie, pour l'agriculture. On sait que nous sommes créateurs d'emplois. 340 000 emplois sur les énergies renouvelables en Allemagne. La Corée du Sud notamment, qui a investi énormément dans l'économie verte, et y compris dans la chimie verte et dans ces sujets-là. On sait que ce sont des espaces majeurs, les transports, on a énormément de capacité à créer de l'emploi et à changer le modèle. Il faut que nous arrivions à être crédibles dessus et faire en sorte qu'on n'oppose pas économie et écologie, au contraire qu'on arrive à les marier. Une toute dernière question, très brève, pour une réponse brève, de Benjamin Rosier, RCF. Je voudrais comprendre exactement pourquoi la voix du Vatican et de l'Église peut compter pour résoudre cette crise écologique selon vous, Pascal Durand. sur le fond. Parce que pour un certain nombre de valeurs, notamment celle de la fraternité et celle de la nécessité de prendre en compte l'intérêt commun, nos objectifs sont identiques. Très bien, ça sera le mot de la fin pour cette édition de Face aux chrétiens, un mot de la fin très proche du Vatican. Merci à vous, Pascal Durand. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. La semaine prochaine, l'invité de Face aux chrétiens sera Ségolène Royal, présidente du Conseil général de Poitou-Charentes et ancienne finaliste de l'élection présidentielle en 2007. D'ici là, vous pouvez retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites de tous les partenaires, KTO, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Merci à vous tous, à la semaine prochaine.